Bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir de partager avec vous cette tranche encore cette semaine. Le menu par ici ne change pas. Nous donnons la parole aux entrepreneurs. Nous parlons de coaching numérique. Nous irons au champ. Mais aujourd'hui, nous avons aussi invité pour vous un médecin généraliste avec elle, puisque c'est d'une femme il s'agit. Nous parlons de ce mal qui touche généralement les femmes, la fistule obstétricale. On va essayer d'en savoir davantage. Bref, installons donc mes rubriques. Ariane Da Silva, bonjour. Bonjour Rebecca, comment vas-tu ce matin? Je vais très bien. Et toi, ça se voit, tu rayonnes. Oh, merci beaucoup. C'est gentil. Tu sais que j'aime pas entendre ça. Et quand j'entends ça... C'est ton point faible. Mon cœur fait plim, plim, plim. Hein? Boris, bonjour. Oui, bonjour Rebecca. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment Boris va? Ça va très bien, moi je suis toujours en forme. forme. Ça va très bien. Il n'y a pas de pathologie qui puisse me déranger, ça va. Que le temps soit dû ou pas, on gère, ça va. On gère, oui. En tout cas, on souhaite que ça soit toujours comme ça par ici, parce que de la bonne humeur, ça contamine. Voilà, n'est-ce pas? Ariane Da Silva, avec toi, nous parlons des entrepreneurs comme d'habitude, mais aujourd'hui, nous parlons d'un gâteau aux allures africaines. Voilà, aujourd'hui, on ne va pas recevoir un entrepreneur sur ce plateau, mais on a fait une découverte et c'est grâce à toi, Rebecca. Merci. Je sais, tout le plaisir. C'est grâce à toi qu'on a fait la découverte. C'est une jeune dame, elle est sénégalaise et un peu comme les entrepreneurs que nous recevons ici, elle a décidé de passer le cap de l'entrepreneuriat. Elle a abandonné son job d'informaticienne pour devenir designer, mais dans le domaine de la pâtisserie. Et elle confectionne des gâteaux, waouh quoi, pour pouvoir valoriser en fait l'Afrique, des gâteaux au motif de tissu africain, puisque j'ai trouvé quand même original. À l'écran d'ailleurs, on peut voir ce qu'elle fait. J'ai trouvé ça assez original et je me suis posé la question de savoir, mais attends, c'est bien ce qu'elle fait, mais est-ce que tous les entrepreneurs aujourd'hui réfléchissent de la même façon? Est-ce que tous les entrepreneurs sont dans la logique de valoriser, d'innover tout en valorisant nos cultures africaines? Et je suis tentée de vous poser à vous deux la question. Peut-être que vous avez votre avis. Moi, je vais répondre en disant que oui, je pense qu'il y a de ces entrepreneurs aujourd'hui qui ont compris que pour vendre son produit sur le marché et pour l'imposer sur le marché, il faut forcément innover. Maintenant, dans l'innovation, il y a qu'on associe notre culture, nos valeurs. Il y a par exemple ce jeune-là, Fabroni Yoklounon, qui a sorti un clavier en fond, qu'on a d'ailleurs reçu sur ce plateau pour la première saison de l'émission, qui a sorti un clavier en fond, panégérique en fond. Aujourd'hui, grâce à lui, quand même, vous avez la possibilité de télécharger tout simplement votre panégérique sur YouTube et d'entendre, et c'est pas que c'est en français, c'est en fond. Lui, voilà sa touche particulière. Et tout comme lui, il y a plein d'autres jeunes que je ne cite pas forcément, qui font aussi dans l'innovation, qui créent et qui apportent leur touche. Parce que oui, les entrepreneurs, il y en a beaucoup aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour se démarquer? C'est ce que cette jeune dame-là a fait avec le gâteau. C'est ce que beaucoup d'autres jeunes font aussi. Et je suis sûre que Boris aussi a des exemples de gens. Sans faire de la publicité, bien sûr. Non, pas faire de publicité, mais il y a quelque chose qui me paraît un peu qui me pousse ma curiosité, c'est de savoir le gâteau avec les motifs là, comment ça a été fait? Point d'interrogation, ça, il faut qu'on lui pose la question. Non, je suis sûre que c'est pas forcément le tissu. Je suis sûre que c'est pas forcément le tissu, mais c'est plutôt les crèmes. Les motifs qui l'ont inspiré. Exactement, qui l'ont inspiré. Vous voyez, c'est comme par exemple, on représente, désormais vous avez des gâteaux qui sont à l'image de la personne. Bien sûr. Mais comment? C'est pas tout comme si on a pris la photo de la personne pour mettre là. Effectivement. Mais c'est avec... j'avais même parlé, bon, c'est pas sur cette émission, sur Ultratech, des gâteaux 3D. Aujourd'hui, on a la possibilité de faire des gâteaux, pas forcément d'imprimer des gâteaux avec tout ce que vous voulez, l'image que vous voulez donner à ce gâteau-là. Je suis sûre
qu'elle a dû faire recours à la technologie 3D pour faire ce gâteau. Ce qui est marrant, c'est que Rebecca, si tu t'en souviens, toutes les deux, on est tombées sur cette image, cette photo de perruque. Avec, sa perruque au motif africain, de tissu africain. Je te dis le jour là. Toutes les deux impressionnées en fait. Je me suis posé beaucoup de questions. J'ai dit, mais désormais, on va porter des perruques au motif. Oui. Tu imagines, tu mets un tissu, tu mets la perruque à sortir. De la tête aux pieds. Quoi. Là, finalement, tu porteras même les chaussettes à ton motif. C'est sûr. Mais il y a de l'innovation. Il ne faudrait pas le côté. Il y a des gens qui créent. Maintenant, moi, je connais un ami avec qui j'ai fait l'extérieur qui aujourd'hui a créé une application pour vous suivre. Correctement. Il suit tout sur vous. Il connaît votre vie entière. Il connaît tout sur vous. Ça, par contre, ça me fait peur. Oui, il connaît tout sur vous. Il y a aussi un autre maintenant qui est au Bénin, avec qui j'ai toujours étudié, que lui, bon, je ne vais pas le dire, hein, mais il est un peu plus fou dans la tête, parce que lui peut prélever vos sous avec son application. Oui, directement. Il y en a un qui peut prélever. Tant que vous êtes abonné à un compte mobile, à votre adresse IP, il peut faire un prélèvement, ça dépend. Donc, mais ça, c'est une innovation à encourager? Non, pas. Vous savez, là où il y a le bon, il y a toujours aussi le mauvais. Mais c'est ça, vraiment. Mais celui-là, il faut le prendre, il faut le retravailler pour que ce soit utile pour la nation et non que ce soit défavorable pour la nation. Tout à fait. Voilà. Donc c'est pour cela que des fois, il faut faire attention. Et effectivement, puisqu'on parlait de personnes qui valorisent un peu tout ce que nous avons en Afrique, il y a par exemple aujourd'hui des entrepreneurs qui ont décidé de valoriser notre canevas, que des gens à une époque peut-être ont abandonné. Aujourd'hui, parce qu'on se disait que c'est un peu lourd. Voilà, au bout du jour, vous avez des gens qui, à travers la nourriture, décident de valoriser l'Afrique, le Bénin. On en a reçu pas mal par ici des entrepreneurs. Donc, c'est peut-être l'occasion de leur rendre hommage à toutes ces personnes qui innovent et qui réfléchissent dans ce sens-là. Exactement. Mais il y a un truc qui parfois, moi, me gêne un peu, c'est qu'on parle d'entrepreneuriat tout le temps ici. Quand vous observez un peu l'environnement dans lequel on évolue, on remarque qu'il y a beaucoup de gens qui vont vers la nourriture, la cuisine quand ils veulent entreprendre. Je ne sais pas si c'est parce que c'est le terrain le plus fertile ou c'est peut-être la facilité. Non, c'est le terrain le plus fertile. Je ne sais pas. Parce qu'on mange. Bon. Quoi qu'il arrive, on va manger. C'est pas le terrain le plus fertile, au fait. C'est parce que... il y a la facilité. C'est un besoin... Non, c'est un besoin urgent. Ce n'est pas qui connaît, qui sait bien faire, qui vend. Voilà. Donc, s'ils vont là, c'est parce qu'ils se disent que c'est un besoin quotidien. On va manger, un besoin forcément. Quotidien. Maintenant, il y a des gens aujourd'hui maintenant là qui... Bon, même les hommes le font aujourd'hui. Moi, je connais des gens qui se sont lancés dans la nourriture parce que le Béninois, nous, on aime manger. Et quittant le bureau pour aller à la cantine manger, tout ça, ça perd le temps pour vous envoyer de la nourriture. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est ça. Mais il faut réfléchir autrement. Parce que ça sera saturé. Mais c'est déjà saturé. C'est comme l'univers des cosmétiques aussi. C'est saturé. L'univers des tissus, des sacs et autres. Vous voyez 5 dames qui ont des boutiques alignées, mais qui vendent pratiquement les mêmes choses. Mais ça ne marche toujours pas. Je prends le cas de ces gens-là nos amis guinéens qui sont venus au Bénin, qui ont commencé par faire des cafétérias déjà. Vous avez vu? Tout Béninois qui aurait imité ces gens tomberait. Mais la plupart du temps, ils ne tombent jamais. Parce que c'est une culture. Toujours. Si, c'est bizarre, mais moi, je ne sais pas. La notion... non, ça existe toujours. Ça existe toujours. Mais c'est comme il le dit. Tu vois un Béninois qui commence... Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. L'autre, ils ont cette culture, c'est pas son truc. Eux, ils ont cette culture-là, ils ont toujours fait. C'est comme les vendeurs de Hongrie Fatchachanga. Combien de Béninois, à chaque fois que tu vas vers le stand, combien de Béninois... Toujours des gens du Niger. Exactement, parce que c'est ce qu'ils font, c'est leur commerce. C'est pour cela que ceux qui ne sont pas dans le métier vont quitter un jour. Ils vont quitter. Alors, si je vous demandais dans quel Aujourd'hui, là, tu es venu pour tout nous demander. Oui, mais ok, on te suit. Pour une fois que je me retrouve dans la position de personnes qui posent les questions. Alors, s'il y a un domaine dans lequel peut-être vous voulez voir des entrepreneurs béninois évoluer tout en valorisant la culture, qu'est-ce que vous allez citer comme exemple? La technologie pour moi. D'accord, la technologie, et la technologie, mais dans quel autrement. sens? Vous voyez, avoir une application, on a aujourd'hui des applications comme WhatsApp, Facebook, Instagram, avoir une application purement à la béninoise qui parle, qui a un clavier en fond, on écrit, on échange en fond, ou bien dans d'autres langues aussi, on échange dans nos langues locales, on fait tout grâce à nos langues, les stickers, les smileys, que tout soit à l'africaine, pourquoi pas?
Peut-être que Rebecca sera à Non, l'origine il y a de, aussi, oui, c'est possible de ça. cette innovation, pourquoi C'est pas. c'est possible ça. Mais Bon, dis donc, hein. moi j'ai pensé, je suis en train de créer un truc, mais bon, d'autres peuvent le faire aussi. C'est-à-dire que, vous savez, au village, on produit du riz, on produit ci et ça. Mais si vous êtes maintenant le tremplin par lequel ceux-là vendent une application purement agro-business, et chez vous, vous avez le contact Il y a de un tous ces stock, gens-là. quoi. Oui, eux, ils ont leur grenier, ils ont tout, mais vous êtes le cœur de l'activité. Vous pouvez vendre à tout le monde. Que c'est pas la peine de ramener ça forcément au marché d'Antokpa avant de vendre, mais vous êtes le tremplin. C'est pas vous que tout passe. Il y a n'importe. Parce qu'on est là dans ce pays où le Niger nous vend de l'oignon. Alors que ça se produit au Bénin. Oui, ça se mais c'est produit parce qu'on ne aussi sait pas au où Bénin. prendre ça au Bénin qu'on n'a C'est pas. La ça. tomate de Burkina nous vend la tomate. Non, on peut être de tremplin et puis tout le monde vient chez moi s'abreuver. Tout le monde vient chez moi. Moi, je pense aussi au domaine du stylisme. Hein, parce que là, imagine, aujourd'hui, quand tu as besoin de certains modèles, surtout nous les femmes, on va sur des plateformes, on cherche, on télécharge. Mais imaginez un Béninois qui crée une application où désormais, tu vas juste sur l'application, tu as des modèles, mais de variété. Et pourquoi pas, il crée l'application et il crée aussi les modèles. Pourquoi pas? Parce Les qu'il est modèles, styliste, donc, voilà, il voilà, crée des tout. choses adaptées Et il met à- aussi en même temps à disposition, par exemple, des artisans couturiers ou couturières, des stylistes qui, tu tapes, tu vois, tu as besoin de tel modèle, ça t'oriente vers telle personne. Ou bien si toi-même, tu as ton styliste, ta couturière ou ton couturier, tu vas vers lui et tu as ton modèle. Donc Oui. là, on va nous faciliter Et la plus tâche, oui. Oui. la tâche. Mais il y a aussi quelque chose, on peut aussi créer quelque chose. Par exemple, vous avez bien sûr une montre à la maison. Vous avez utilisé il y a longtemps un téléphone à la maison. Je crée une application. Ce que vous avez déjà utilisé, vendez par mois. Ah, Voilà. ben oui. Vendez par mois. Je suis là. Revendez. D'autres personnes n'ont pas les moyens d'acheter le neuf. Mais par Donc, mois. revendez donc, par vous mois. déposez Ça chez aussi, moi, c'est une application, Je mets en c'est ligne, une boutique idée. en ligne et puis je vends tranquillement. Il y en a tellement, il y a trop Il d'activités. y a trop de choses. J'avais même parlé d'une application ici qui permet à tous ceux qui désirent de ne pas détruire leur téléphone portable, de ne pas jeter leur téléphone portable, justement de recycler autrement. Et il y a une application développée par des jeunes béninois qui vous permet tout simplement de vous inscrire en ligne, d'envoyer le motif, le modèle de votre appareil et ils vous contactent, ils prennent le téléphone ou bien c'est l'ordinateur, quel que soit l'appareil électronique et ils vous aident maintenant à recycler ou à revendre. Ah oui? Comme Boris le disait tout à l'heure, à quelqu'un qui est dans le besoin, mais qui n'a pas forcément les moyens oui. d'aller s'acheter. Et nos amis qui ont fait les écoles d'audiovisuel peuvent aussi commencer par aller faire leurs propres reportages, leurs propres magazines, faire des voix off, vendre tout ce qu'ils veulent. Il y a du travail aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de... Il faut Ouais. créer. Donc, en gros, il y a beaucoup de choses à Oui, faire. Il y a ils sont beaucoup pas informés. d'innovations. Ils ne sont pas Ils ne sont pas informés. informés. Il y a même les démarches administratives aujourd'hui. Bien sûr. On peut, Tout à fait. Il y a on peut beaucoup, tout faire. mais Il y a par trop de rapport aux choses démarches administratives, je pense que le ministère du numérique s'en occupe déjà. Il y a beaucoup de e-services aujourd'hui qui nous facilitent. Les Alors là, choses, mais oui. franchement, les choses. Moi, il y a très longtemps, je me suis plus rendue comme ça dans une agence de Soneb ou bien de SPEE pour payer l'électricité ou bien Tu fais pour ça de payer. ton lit. Depuis, je dis, même quand je suis en train de dormir, je me rappelle que je dois Rebecca. payer. Mais je clique, je sais, Non, c'est je paye. mieux. Tout ça, c'est mieux. En fait, ça me facilite la tâche. E-casier judiciaire, visa en ligne, passeport en ligne, tellement de Votre choses dîme aujourd'hui. aussi peut aller aussi. Ah ben oui, on Non, en mais ça parlait se tout à fait, l'heure. Oui, ça se fait, oui. ça se fait. Dîmes, Aujourd'hui, il y a offrandes, des tout ce que vous congrégations, voulez. oui, bien hein, il y a, sûr, il y a, tout il y a est en des ligne, groupes, oui. tout est en ligne. En fait, le monde se numérise. Oui. Et Ou la le monde prière vient, est oui, numérisé. la prière vient chez vous aussi en numérique Oui, mais à la la maison. prière bien aussi. Vient aussi en sûr, tous les numérique. jours, Bien d'ailleurs. sûr. Et tous l'argent les part aussi jours. en numérique. Bien C'est ça qui est sûr. intéressant. Ariane da Silva. Ça fait ton plaisir. Non, mais Partager ça de on a aimé aujourd'hui cette rubrique-là. Et Mais si de peut-être que temps en temps, voilà, on peut on peut trouver procéder des ici. thématiques et Ce tout. serait très bien parce Je que sais, franchement. je réfléchis bien moi. Ariane, merci beaucoup. On C'est te moi. retrouve quand même. Tu restes, hein, tu ne bouges pas. On retrouve ta rubrique la semaine prochaine, mais tu ne bouges pas. J'aurais voulu Voilà. bouger. Il est l'heure d'installer coaching numérique.
Boris, comment augmenter son chiffre d'affaires avec les réseaux sociaux? Belle question. Je vais dire à ceux qui nous suivent déjà que cette question-là, oui, parce qu'on est à la veille des fêtes de fin d'année, tout le monde court maintenant, on veut vendre. Je vois maintenant des fagnons, je vois des ci par-là. On m'écrit beaucoup, on ne dort plus trop maintenant, on ne dort plus à la maison des fois. On court parce qu'il faudrait augmenter son chiffre d'affaires. Mais comment ça se passe? D'abord, il faut dire aux gens que quand vous voulez démarrer pour augmenter votre chiffre d'affaires, c'est d'abord de faire ce qu'on appelle analyse de la situation. Elle est très, très importante. Vous voulez prendre taxi pour quitter ici, pour vous rendre à Tokpa. Le taximan vous dit, ça fait 500. Parce que lui, il sait qu'il y a la durée à calculer. L'essence, son énergie. Donc d'abord, vous devez quand même... Il part de la situation initiale. Vous êtes où actuellement? Donc pour augmenter un chiffre d'affaires, il faut d'abord partir de ce que vous avez vous-même d'abord. Vous avez combien de clients? Est-ce que les gens font ce travail d'abord? Vous avez combien de clients? Vous leur servez comment? Quelle est la démarche? Quelles sont toutes les dispositions qui sont prises maintenant pour que cela se fasse? Donc, on doit connaître sa situation actuelle d'abord. C'est la première étape. Après ça, il faut savoir que sur les réseaux sociaux, on ne va pas diffuser les mêmes informations et partout. Facebook, c'est vrai que c'est la même maison que Instagram, mais on ne fait pas la même chose là-bas. Non. Le visuel qui est envoyé sur Facebook ne sera pas le même visuel sur Instagram. Ce n'est pas possible. Sur TikTok, Twitter, ça ne sera pas possible. Il faut varier en fonction du réseau social. Parce que quoi? Facebook, quand vous écrivez, vous allez voir, votre visuel est là, mais il y a un message en haut qu'on peut laisser. Instagram, le message est en bas. Oui, c'est vrai. Donc, il y a une différence. Donc, Instagram donne valeur au contenu qu'au message. Mais Facebook donne valeur au message qu'au contenu. Donc, si vous envoyez de la même maladresse comme ça sur tous les autres réseaux, vous n'allez pas accrocher votre audience. Facebook, quelle est la nature de Facebook? TikTok, Instagram, Snapchat. Tout ça, il faut connaître. Oui, il faut savoir, parce que Snapchat, c'est pour les jeunes. Mais Snapchat, c'est beaucoup plus pour parler de ta vie, oui, de c'est ton pour les quotidien, jeunes. Partager. Oui, on peut avoir des gens là-bas, seulement si on est intelligent. Il y a des vieux aussi là-bas. Je dis bien sûr jeunes, parce que nous, on les néglige, parce que ceux-là ne sont pas en majorité. Okay. TikTok, c'est pour les jeunes aussi. Oui. Mais Facebook, il y a jeunes, c'est métis, c'est mixte, jeunes, vieux. D'accord, on a même jusqu'à 70 ans sur Facebook. Donc ça veut dire que le contenu que vous envoyez sur Facebook est différent. Mais non. Quels sont les 3 axes sur lesquels on va se reposer pour vraiment le faire? Il y a d'abord l'attraction. Il faut attirer le client. Comment l'attirer? Il y a des gens aujourd'hui, quand ils ont créé leur page, ils se disent maintenant là que non, c'est seulement quand vous m'écrivez que je vous réponds. Non, celui-là qui doit commencer par attirer les gens doit faire quoi? Quand on lui envoie, quand il voit qu'un abonné a laissé un commentaire, lui aussi peut aller poster et commenter le post de l'autre. Chercher à discuter avec lui, entretenir une relation, devenir son ami. C'est ça qui fait qu'il y a un climat entre vous. Mais vous bloquez. J'attends seulement qu'on réponde à mes trucs là, parce qu'eux, ils sont bêtes quoi. C'est seulement sur vous qu'on doit, vous les likes, vous les Ils sont pleins comme ça sur les réseaux sociaux. Alors que même si c'est une maison, par exemple une maison X, il faut que cette maison s'intéresse aussi au poste de l'autre pour provoquer le débat, provoquer l'échange. Donc, il ne faut pas forcément attendre que ce soit vous. Après, l'étape là, il y a le climat de confiance qui doit naître afin que, bien sûr, il y ait plus d'abonnés, plus de clients. Parce que quoi? Déjà, il faut savoir qu'il y a 2 choses à comprendre. Il y a le côté organique et le côté payant. Sur n'importe quel réseau social, il y a des côtés payants. Bon, je prends le cas de Facebook et Instagram. Là, qu'est-ce qui se passe? Il y a certains qui font quoi? Ils ont une habitude, qu'est-ce qu'ils font? C'est que quand déjà vous êtes sur Facebook et ils veulent poster une donnée, ils se disent maintenant qu'ils vont forcément payer, booster. Quand vous boostez, vous n'avez qu'en majorité que des faux followers. Vous avez des faux followers qui ne vont jamais venir acheter chez vous. Alors que quand vous ne boostez pas, c'est de manière organique, c'est quoi? Vous postez une donnée aujourd'hui, demain, et il y a encore une autre donnée à poster. Il faut une régularité. Et la pertinence, plus l'émotion qui sont bien sûr sur maintenant la donnée que vous avez postée. Si vous ne faites pas ça, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de pertinence, personne ne vient sur votre post. Donc il faut forcément savoir qu'aujourd'hui, maintenant, Facebook même donne la marge de faire quoi? On peut organiser ses posts. Pendant 1 an, on peut organiser tout, savoir que demain c'est elle qui vient, vous programmez tout, et ça diffuse de lui-même. Donc il faudrait que les gens sachent qu'aujourd'hui, oui, pour le faire, il faut forcément entretenir un climat de confiance. Et ça passe par quoi aussi? Les témoignages. Vous vendez maintenant un riz. Si par exemple Ariane se lève maintenant et va faire une vidéo et dit maintenant que le riz c'est le merveilleux, Rebecca parle de ça, ça va encore donner plus de confiance aux gens. On dit maintenant attention, ça c'est bon. Maintenant si j'imagine maintenant une figure bien connue qui vient encore en parler, c'est bon. Maintenant, personne ne voulait pas de vidéo. Vous avez le produit, mais offrez-le à quelqu'un en guise, en contrepartie, une vidéo.
offrez ça à un artiste maintenant qui prend le riz, qui mange le riz et qui vient vous donner seulement une vidéo. Ça va donner un poids à votre produit et vous allez bien vendre. Donc après ça, il faut ce qu'on appelle le canal de vente. Un tunnel de vente. Par quelle manière vous vendez? Vous voulez vendre maintenant, dites-nous. Et c'est par WhatsApp. Parce qu'on vous contactera par quoi? Par Messenger, par WhatsApp, par Snapchat. Il faut qu'il y ait un canal de vente. Et ce canal de vente est traité, bien outillé. Vous essayez de discuter avec les gens. Vous leur renvoyez la même donnée pour qu'ils soient plus en confiance. Et vous vendez. S'il y a un numéro mobile money, je vais rappeler aux gens, ne faites pas cette erreur de vouloir prendre d'abord l'argent en premier. Non. Il faut toujours livrer d'abord. Avant de prendre. Le jour de la livraison, quand vous remettez automatiquement, on fait l'opération de mobile money. Mais ne pas dire envoyez d'abord l'avance. Non, c'est pas bon. On est dans un pays, on est dans un monde aujourd'hui maintenant que pour prendre ton argent disparaît, on peut même prendre et on la casse et puis on disparaît. Donc ça veut dire... moi j'ai rompu un partenariat comme ça avec une dame. Qui offre des prestations et la dame, quand tu la contactes, elle te dit déjà il faut faire un dépôt pour confirmer votre rendez-vous. Elle donne un montant et vous confirmez le rendez-vous avec le montant. Maintenant, quand vous envoyez le montant, en même temps, elle vous envoie un message vous disant que si vous ratez votre rendez-vous, l'avance est annulée. C'est de l'escroquerie. C'est vraiment de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Et ce qui m'a... Non, si, parce que ce qui m'a énervé, moi j'ai rompu le contrat, c'est que un jour, par exemple, je demande une prestation et j'envoie les sous pour confirmer, puisque j'ai déjà travaillé avec elle une fois. J'envoie les sous pour confirmer, mais je n'ai pas envoyé les frais de retrait. Et la dame, vous imaginez, a exigé que j'envoie les frais de retrait avant même qu'elle n'accepte ma confirmation. Donc là, j'ai trouvé que c'est exagéré parce que je me suis dit, l'argent que j'ai envoyé, je n'ai même pas encore eu la prestation de l'argent en question. Ce qui veut dire que si j'étais à sa place et que je veux attirer de la clientèle, j'attends et la personne vient le jour de rendez-vous et je lui dis, ah mais madame, la dernière fois, vous avez oublié d'envoyer les frais de retrait. Puisque je n'ai pas encore fait la prestation, de toutes les manières, quand je vais faire la prestation, je vais compléter les sous, mais c'est de cette manière, moi c'est comme ça j'allais faire. À sa place, maintenant, non, pas du tout ce qu'elle a fait, non. Parce que justement, elle n'est pas la seule dans le pays à proposer de telles prestations. C'est parce que, je vais vous expliquer, c'est parce que elle a vécu aussi des choses. Non, mais quel que soit ce que vous vivez. Parce qu'on est dans tout, elle a vécu des choses aussi. On l'a eu à des moments donnés. Et qu'est-ce qu'elle fait aussi? Elle a de l'audience. Elle a du monde qui la suit. Non, mais en procédant comme ça, en procédant comme ça, moi je suis partie, n'est-ce pas? Oui. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule. D'autres vont partir. Même si tu as de la clientèle aujourd'hui et que tu as beaucoup de cibles, si chaque personne quitte cette cible-là, vous êtes sûr que le nombre va rester exact? Je ne refuse pas, mais tenez compte aussi de ce qu'elle a vécu. Non, mais quel que soit ce que vous avez vécu, non, mais Ariane, quel que soit ce que vous avez vécu, il faut être tolérant. Il faut être tolérant. Imaginez moi, je ne refuse pas. Ok, d'accord, envoyer de l'argent pour confirmer, d'accord, je suis bien d'accord, ça, c'est pas un souci. Mais exiger qu'on complète les frais de retrait avant même que la personne ne vienne pour la prestation. Donc, mais ça, c'est exagéré. Pour une prestation peut-être de 100 000 francs, et elle te demande 50 000 francs, tu envoies les 50 000 francs. Et on te dit pourquoi tu n'as pas envoyé les frais de retrait? Peut-être les frais de retrait. Ou dans l'autre cas, elle te dit que si tu ne... si tu ne respectes pas ton jour de rendez-vous, les sous sont annulés. Donc, en fait, je vais perdre 50 000 comme ça parce que je n'ai pas respecté. Non, mais il y a des imprévus. Allez sur les ventes en ligne, allez voir les dates de livraison. Je ne dis pas non, il y a des imprévus. Dites-moi, oui. Allez pour les ventes en ligne, les boutiques de livraison, tout ça. Vous pensez que c'est pas ça qui se fait? Je pense que Boris parle en fonction... il porte plusieurs casquettes. De cette dame-là qui peut-être... Parce que c'est arrivé. Moi, par exemple, maintenant, on m'a dit une fois, livrez tel nombre de vidéos. On a livré tel nombre de vidéos. Vous n'avez pas été... Laisse-moi vous dire que... Non, mais c'est dans ce cas, vous prenez une décision. La décision, c'est quoi? Prochainement, ok, je ne livre plus la totalité. Je livre juste peut-être 2 vidéos ou une vidéo. La personne voit la qualité du travail. Et avant de... Oui. Mais dit catégoriquement que désormais, non. Quand on est commerçant, on n'agit pas de la sorte. Moi, je suis contre. Je suis contre. Ah bon, on va boucler parce que... Bon, c'est relatif, mais quand il s'agit en matière d'argent, est-ce qu'il y a encore de...
En tout Bon. cas, quand il s'agit d'argent, Bon, il y a bon- Rebecca est gênée, je la comprends. Merci beaucoup, Boris. C'est un plaisir. Avec vous, on a parlé de comment augmenter son chiffre d'affaires avec les réseaux sociaux. On retient qu'il faut d'abord instaurer un climat de confiance. Déjà, Ensuite, il faut attirer un climat de confiance. voilà. Ensuite, Et ensuite, trouver un les canal- témoignages. Oui, témoignage, trouver un canal de livraison. D'accord. D'accord. pour Merci converser. beaucoup, Voilà. Boris. Vous restez sur place. Vous ne bougez surtout pas. Aujourd'hui, pas de débat, en lieu et place. Je reçois pour vous Dr Sandrine Yanvi Fanou. Elle est médecin généraliste. Avec elle, nous parlons de la fistule obstétricale. On l'installe. C'est l'une des lésions les plus graves et les plus dangereuses susceptibles de survenir lors d'un accouchement. On parle bien sûr de la fistule obstétricale et on va en parler avec Sandrine Yanvi Fanou. À nouveau donc, bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Je vous remercie aussi pour votre invitation. Alors quand on parle de fistule, d'abord, qu'est-ce que c'est? La fistule, c'est une communication anormale entre deux organes. Le sujet pour lequel vous m'avez invité, La c'est fistule bien obstétricale. obstétricale. Donc la fistule obstétricale, c'est une communication anormale qui naît entre la filière génitale et la filière urinaire. Donc entre la vessie et le vagin, Le vagin. et ou entre le vagin et le rectum. D'accord. D'accord. Et cette communication survient des suites d'un accouchement dystocique, soit par voie basse, soit par césarienne. D'accord. Donc, en fait, c'est on pas dit- uniquement on dit- pas césarienne, c'est Non. dans les deux cas. Soit par voie basse, soit par césarienne. Obstétricale, c'est pour dire que c'est dans un contexte d'accouchement. Ok, c'est juste pour ça, en fait. Oui. Mais est-ce qu'il y a différents types de fistules? Oui, il y a différents types de fistules. Il y a des fistules obstétricales, il y a des fistules non obstétricales. Donc, dans le contexte Oui, où dans nous le parlons de la contexte- fistule obstétricale, voilà. On peut avoir une fistule recto-vaginale, D'accord. une communication anormale entre le rectum et le vagin. D'accord. Et là, c'est que les selles coulent Sans retenue. sans retenue. Les selles Ok. coulent sans retenue. Oui. D'accord. Ça, c'est Dans le sauvage. vagin, les selles quittent le rectum et passent par le vagin et coulent sans retenue. Mais ça, est-ce que ça survient uniquement lors des grossesses, des accouchements, ou ça peut arriver à n'importe quelle femme, quand bien même vous n'avez pas, vous n'êtes pas en état? Il existe d'autres contextes dans lesquels les fistules peuvent subvenir. Et c'est pour ça qu'on parle de fistules non obstétricales. Bon, on peut avoir des cas de néoplasie, des cas d'infection ou encore des cas qui surviennent après une radiothérapie. En fait, il y a plusieurs autres cas, mais les fistules obstétricales, c'est un cas assez particulier. Le contexte est là et c'est clair, c'est évident, c'est dans un contexte d'accouchement dystocique. Est-ce qu'il y a des effets qui déclenchent ça? C'est-à-dire quoi? Ma question, c'est quand la femme elle est enceinte, à quel moment en fait elle risque d'avoir une fistule obstétricale? Est-ce que il y a des éléments qui déclenchent ça naturellement chez la femme, ou est-ce qu'il y a des choses à éviter pour ne pas l'avoir? Ou ça dépend aussi de l'organisme Je vous de chaque remercie. femme? En réalité, comme l'a dit Maurice Lacombe, le soleil ne doit pas se lever ou se coucher deux fois sur une femme qui est en plein travail d'accouchement. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le travail ne doit pas trop durer. Ok. Donc, En général, Si- en moyenne, le travail dure combien de temps? 9 heures de temps. 9 heures de temps. Donc, général. au-delà de ce timing, justement, c'est là où il peut y Les avoir... risques commencent par naître. D'accord.
si on vous explique un peu la physiopathologie, vous pourrez mieux comprendre. Lorsque l'accouchement est dystocique, en fait, si la tête du fœtus n'est pas en proportion avec le bassin de la femme, il y aura certainement un blocage lors de la sortie de la tête. Et cette pression, cette compression risque de léser deux organes. La vessie en avant, le rectum en arrière, puisque en comprimant la vessie en avant, la vessie se comprime à notre pubis, qui fait partie du squelette osseux du bassin. Bon, si je peux le... Puisque cette compression dure des heures, ça va entraîner une ischémie. Le sang ne circulant plus, ça va entraîner une nécrose. D'où la naissance de la fistule vésico-vaginale par exemple. En arrière, le risque est aussi pareil pour le rectum. Vu la compression, le rectum se comprime en arrière à un os appelé coccyx. La compression durant des heures va entraîner également une ischémie, ensuite une nécrose. Et la nécrose, bon, c'est que la cellule est morte. La fistule recto-vaginale naîtra en ce moment. Donc les selles vont commencer par couler. D'accord. Là, le désastre commence pour la femme. L'accouchement, qui est un événement heureux, va se transformer en cauchemar pour elle. Malheureusement. Il y a d'ailleurs une artiste béninoise qui a sorti un clip sur la fistule, une chanson pleine de sens avec des paroles assez touchantes. Je vous propose de suivre avec la complicité de la régie, bien sûr. Société sans fistule, SSF. Assis bas, petite fille innocente que tu es à la nature, ta beauté est à peine révélée qu'aussitôt ton enfance a été volée. Malgré tes pleurs et supplications, ils t'ont mariée et te voilà petite fille avec une grossesse précoce, accouchement difficile et à domicile. Aujourd'hui tu es porteuse d'une fistule obstétricale, abandonnée, rejetée, tu te sens seule au monde. La fistule n'est pas la fin, tu peux y mettre fin, tu peux guérir et retrouver le sourire. Non, vite, l'amitié, beau foie, fistule obstétricale, société sans fistule, oh yeah. Oh yeah, société sans fistule, oh yeah. Comme à Siba, beaucoup de femmes et filles souffrent en silence de cette maladie qui fait ravage. Ensemble, disons non, à la stigmatisation des porteuses, non à la marginalisation. Ensemble, mettons fin à la précarité sociale, au mariage des enfants, au viol et l'excision. Exhortons nos femmes à la consultation prénatale et se faire accoucher par un médecin qualifié. La fistule n'est pas la fin, tu peux y mettre fin, tu peux guérir et retrouver le sourire. Non, vite, l'amitié, au foie, fistule obstétricale,
société sans fistule, oh yeah. Tankura guri kipu, iunkuna mama nyinwo, made kagura sua, adodo kotoro dira, anyiruguda, oh, maro bumbontura ida, tokotoro, wiye nyemorumi, owa, obe marcia ida, tokotoro. Owa, obe marusia. No vigile, mama chele, malon, bede boji, ufido pepeo. Mino ye kwanda go, mito wewedo, ototo we, bole jivido, ototo we, dododo, de tu asole sia la me. Et la moelle est miga, pour moelle au film est Et voilà un clip de HLV que nous remercions d'ailleurs au passage. Je le disais, plein de sens, n'est-ce pas, Ariane da Silva, Madame Sandrine Yanvi, Monsieur Boris. Alors, Madame Sandrine, je reviens à vous. Quels sont les facteurs favorisant la fistule obstétricale? Merci pour la question. Il existe plusieurs favorisants la survenue d'une fistule obstétricale. La fistule obstétricale survient souvent dans des cas de dystocie dans les zones un peu reculées où les soins obstétricaux d'urgence ne sont pas faciles souvent d'accès. Et aussi en cas d'accouchement à domicile. Oui, d'accouchement à domicile, de mariage précoce où souvent les jeunes filles, les filles sont souvent des mineurs. Donc leur organisme n'est pas encore préparé à garder un bébé, à expulser un bébé. Donc c'est un peu délicat dans ces contextes-là. Donc, ce sont les facteurs. Et en cas de mutilation génitale aussi. L'organe génital de la femme n'est plus assez voilà, à cet exercice d'accouchement, puisqu'il y a des fibroses qui se constituent et ça occasionne beaucoup ces accouchements difficiles. D'accord. Alors, on peut parler aussi des différents types de fistules obstétricales. Il y en a, n'est-ce pas? Il y en a. Il y en a en fonction des deux organes qui sont intéressés par la communication anormale. Nous avons la fistule vésico-vaginale, qui est une communication anormale entre la vessie et le vagin. La fistule recto-vaginale, qui est une communication anormale entre le rectum et le vagin. La fistule utéro-vaginale, qui est une communication anormale entre l'utérus et le vagin. La fistule urétéro-utérine, qui est une communication anormale entre un urètre, puisqu'on en a deux, et l'utérus. La fistule urétéro-vaginale, qui est une communication anormale entre un urètre toujours et le vagin. D'accord. Alors, ce sujet-là vous tient particulièrement à cœur, j'ai l'impression, puisque vous avez soutenu d'ailleurs votre thèse sur la fistule. Est-ce que parce que vous aviez eu une histoire particulière avec la fistule ou c'est parti d'un fait à côté de vous peut-être? Je dirais que c'est parti de plusieurs choses. La première, c'est que quand j'étais dans le service d'urologie, pendant mes stages en 4e année, j'ai vu
des cas de fistule qui ont été pris en charge. D'accord. Et j'étais un peu touchée par l'histoire d'une dame particulièrement. Elle en était à son 5e geste. Et le mari l'avait abandonnée. J'étais un peu touchée par elle, son cas particulièrement. Certes, elle a été prise en charge, elle en était guérie. Je me disais que j'allais travailler sur ça, mais ce qui m'a encore donné plus d'engouement, c'est que quand je finissais ma 6e année, il y avait toute une campagne de lutte contre la fistule obstétricale. Et dans le même temps, j'ai suivi un film, j'ai oublié le titre, qui a retracé un peu l'histoire d'une jeune fille qui avait été donnée en mariage précocement. Et après son premier geste, elle était sujette à une fistule obstétricale. Elle était rejetée de tout le monde. Je dis, mais tiens, il faut que je travaille dessus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux scientifiques qui ont été déjà faits dessus, mais vous avez apporté aussi votre pierre, n'est-ce pas? Et avec mes maîtres, d'accord. On a travaillé, on a étudié un peu comment est-ce qu'on en était, à quel niveau on en était par rapport à la prise en charge à la clinique universitaire d'urologie et d'andrologie du CNHHK. D'accord. Alors, on a parlé tout le temps de la fistule, des causes. Maintenant, comment on guérit? On en guérit, n'est-ce pas? On en guérit. Comment est-ce qu'on en guérit? Nous avons la chance d'avoir des urologues très bien... Au Bénin? Oui, très bien qualifiés, très bien aguerris au Bénin. Nous avons également des gynécologues qui opèrent brillamment les fistules. Et la belle preuve, les missions ne cessent d'être organisées pour prendre en charge ces femmes-là qui sont démunies. Il y a plusieurs associations qui sont à l'écoute de ces femmes et qui organisent bien ces missions-là on en guérit. Et la chirurgie est le traitement efficace contre la fistule. Cette chirurgie est indiquée 3 mois. Il faut observer un délai de 3 mois après la survenue de la fistule pour que l'opération soit un succès. D'accord. Il faut dire aussi, vous avez parlé des associations de ces personnes-là qui aident beaucoup dans la lutte contre la fistule. Je pense là tout de suite aussi à la Fondation Claudine Talon qui œuvre beaucoup dans ce domaine avec beaucoup de campagnes, beaucoup de sensibilisation et surtout la prise en charge de ces femmes-là. Oui, Rebecca, si tu me permets, j'aimerais que notre spécialiste sur le plateau nous saute en fait d'un doute. Moi, je me rappelle, j'ai échangé une fois avec quelqu'un, une dame, qui me parlait de fistule, mais qui pense en fait que ce n'est qu'une affaire, enfin que c'est quelque chose qui peut toucher juste une catégorie de femmes. C'est-à-dire parce que je suis peut-être intellectuelle, ça ne va pas m'arriver. Il faut, c'est peut-être l'occasion d'en parler. Pour sensibiliser en même temps. Pour qu'on arrête de penser en fait que ce n'est que l'affaire des autres, mais que ça peut en fait arriver. Pas du tout, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Une femme peut bien être une intellectuelle et si malheureusement l'accouchement se déroule mal, ça peut arriver. Et ce n'est pas une maladie aussi, non plus des pauvres. Non, ce n'est pas une maladie. C'est vrai qu'on dit souvent que c'est les femmes pauvres, c'est les femmes qui sont dans des situations socio-économiques un peu défavorables, qui en souffrent. Et pourquoi? Parce que ces femmes-là, quand elles tombent enceintes, elles ne vont pas faire les contrôles comme cela se doit. Elles restent à la maison. Il y en a même qui accouchent à la maison, sans assistance médicale. Et l'avantage que les femmes intellectuelles ont, peut-être, c'est que dès la conception, elles vont à l'hôpital, elles se font suivre. Et là, ça se déroule très bien, souvent. Mais les femmes qui sont dans les milieux
défavorisés dans les situations financières un peu moins favorables sont exposés à cette... Mais n'empêche, il faut retenir que toutes les femmes sont de probables victimes. Donc, il ne faut pas du tout négliger cela. Boris ne parle pas, c'est vrai que ça concerne les femmes. Non, Boris, mais tout ce qui concerne les femmes peut le concerner. Non, c'est vrai, mais moi, je voudrais savoir quelque chose parce que vous parlez de fistule. Puis, ça se présente comment? Parce que voilà la chose, moi je cherche à connaître, hein, parce que dans ma famille il y a un peu de médecins. Ça se présente comment d'ailleurs? Si vous voulez voir comment ça se présente, donnez-nous une caricature. Donnez-nous une caricature. Il faudrait assister peut-être à un examen sous valve. D'accord. À un examen sous valve pour voir comment est-ce que ça se présente. Ça grossit comme les kystes ou bien ça grossit comme... Non, mais c'est un déchirement, n'est-ce pas? C'est un déchirement, voilà. Oui, c'est un orifice qui se crée entre deux organes de façon anormale. Voilà. Donc, ça se présente comme... Vous verrez un trou. Non, je ne verrai pas, parce que pour l'instant, je ne vois rien encore. Je veux savoir. On t'invite à te présenter. Peut-être des urologues ou des gynécologues qui font les examens sous valve pour voir comment ça se présente. C'est eux les plus... Ils sont les plus à même de vous faire voir un examen sous valve qu'ils font. Merci beaucoup, Madame Sandrine Noyenville-Fanou. Vous êtes médecin généraliste. Avec vous, on a parlé de la fistule obstétricale. On est revenu sur les causes, les manifestations, les facteurs et surtout, on retient qu'on peut en guérir, tout simplement. Merci beaucoup. Il est l'heure d'aller au champ dans sa pousse. Talagbe Valère Wansou, malheureusement, n'est pas sur le plateau avec nous aujourd'hui, mais il nous a quand même envoyé une vidéo dans laquelle il nous parle aujourd'hui de la production de l'ail. Je ferme. Bonjour mes gens qui aiment bien l'argent. L'ail, Allium sativum, il faut investir 550 000 francs CFA sur 1 hectare et fait un chiffre d'affaires de 7 500 000 francs CFA après 5,5 mois. Vous savez l'ail que vous voyez ici les gens, l'ail qu'il y a dans la main ici là, l'ail là, c'est dans les pays à climat frais que ça fonctionne normalement. Maintenant, il y a des variétés, c'est variété ou bien variété? Caméraman. Variété. Alors, il y a des variétés qui sont des variétés qui poussent en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire en Afrique noire. Et si c'est ton cas, tu as de la chance. Il y a les variétés Égypte 5 et les variétés de type Jamaïque qui poussent très bien en Afrique subsaharienne sous nos climats chauds et humides. Alors, ce que tu es en train de voir dans ma main, ce que vous voyez dans ma main, on appelle ça bulbe. Et les bulbes comme ça, pour faire la plantation, on a besoin de quoi? On a besoin des bulbes qui ont un calibre de 45 mm. Première étape, on va commencer maintenant par faire quoi? Égousser. L'égoussage. Donc, on va enlever les gousses ou les cailloux qui sont prêts pour aller au champ. Et les cailloux qui sont prêts pour aller au champ sont des cailloux qui sont robustes, qui ont un poids moyen de 4 grammes. Donc, l'égoussage, je commence par enlever les cailloux de 4 grammes. Donc, il y a les petits là, il faut les laisser de côté, il ne faut pas les utiliser. D'accord? Maintenant, je suis en train de faire l'égoussage. Beaucoup de gens vont me poser maintenant la question pour dire, est-ce que c'est en Côte d'Ivoire c'est possible? Oui. Est-ce qu'au Sénégal c'est possible? Oui. Est-ce qu'au Mali c'est possible? Oui. Est-ce qu'au Bénin c'est possible? Oui. Est-ce qu'au Togo c'est possible? Oui. Est-ce que c'est dans tous les pays africains, en Afrique subsaharienne c'est possible? Oui. La seule chose, il faut que le sol ne soit pas quoi? Inondable. Il faut que le sol soit meuble, riche, drainant, aéré. Et il faut que vous maîtrisez l'eau. Maintenant, ce qui est d'autres dangers maintenant, on va parler de ça dans pratique là-bas. Je vais aller creuser tout à l'heure et on va parler de ça dans pratique là. Donc suivez-moi. Alors mes gens, qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? Pour produire l'ail, on a besoin de quoi? On a besoin naturellement de la terre, d'une bonne terre. La terre doit avoir ses caractéristiques. Meuble, riche,
drainants et aérés. Les sols qui disent coco, non. Mais les sols qu'on enfonce dedans, ça va comme dans le beurre, le coteau dans le beurre. C'est ça il faut choisir. Après ça, mes gens, on va avoir besoin de fertilisants. Et dans ce cas d'espèce, comme on veut faire des réserves en sous-sol, on a besoin de quoi? De l'azote, du phosphore et du potassium. Donc, on va mélanger et la cendre et les touteaux de Nîmes, ou si vous avez les moyens, et également, nous avons besoin de fientes de volaille décomposées, plus encore ce qu'on appelle fumée de vache séchée ou décomposée. Nous avons besoin d'un hématicide qui peut être la cendre ou touteau de Nîmes. Nous avons besoin de fumée de vache décomposée. Nous avons besoin de fientes de volaille décomposées. Alors on y va. On a tout ça. On a encore besoin de quoi? On a besoin de l'eau. De l'eau, de water. On a besoin de l'eau. On a besoin de roues. On a besoin de cordeaux. On a besoin de râteaux. On a besoin de pelles. Et on a besoin de Talaboué Valé Wansou et du caméraman. On y va. Alors mes gens, quelle est la densité de plantation? La densité de plantation, ici c'est 30 cm. Entre les buts, parce que là on va fabriquer des buts tout à l'heure. 30 cm d'écartement, d'accord, entre les buts, c'est-à-dire entre les lignes de semis. Et ici, entre les plants, nous avons 15 cm. D'accord? Et on va semer à 1 cm de profondeur. Vous êtes prêts? Alors, je vous avais dit que j'avais besoin de quoi? J'avais besoin de cordeau. Cordeau là, j'ai déjà tiré. D'accord? Donc il y a 30 cm d'écart entre les buts. Ici, ça c'est quoi les gens? Ça c'est quoi? Ça c'est de la paille, c'est de la biomasse. Hein? Je vais utiliser pour faire quoi les gens? Je vais utiliser ça pour pailler, pour faire quelque chose que je vais vous dire tout à l'heure, parce que l'herbe, les mauvaises herbes sont très très dangereuses. Il ne faut pas laisser le champ d'ail enherbé parce que c'est très dangereux pour la production. Ça peut anéantir toute la production. Et j'ai oublié de vous dire quelque chose. Dans les gousses là, il ne faut jamais utiliser les gousses blessées par vos ongles. Quand vous êtes en train de faire les goussailles là, les gousses qui sont blessées là, il ne faut pas les utiliser. Ça ne va pas prospérer. J'ai ici de l'eau, râteau, roue, pelle. Alors les gens, pelle là c'est pour faire quoi? Pelle, je vais utiliser pelle pour prendre le mélange de cendre, fumée de vache, fientes de volaille décomposée, touteau de Nîmes pour amender moi mes buts. C'est bon? On y va les gens. Donc je commence mon boulot. Alors mon boulot va commencer comment? Commence d'abord par creuser la terre. Ok, c'est mon travail. Creuser la terre, creuser, 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 creuser la terre. Voilà les gens. Si toi tu aimes bureau, faut pas venir ici. C'est pas un travail de bureau ici. Alors, les gens, qu'est-ce que je vais faire? Râteau ça là, rôle là, c'est fait quoi? Râteau, râteau. Faut ratisser, faut ramener le sable sous la ligne. Hein? Il faut ramener le sable sous la ligne. D'accord? De la corde. D'accord? Il faut ramener le sable avec mon râteau sous la ligne. D'accord? Si jamais tu as trouvé ça dans ton champ, tu es sauvé. Ça là, ça pour que le sol est riche. Alors, les gens, qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Je prends pelle et je prends engrais. Engrais, ça là, je fais quoi? Je distribue l'engrais comme ça. Vous voyez? Voilà. Quand je fais ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fermer. D'accord? C'est bon? Je ferme. Je ferme. Je ferme. Je ferme. Je ferme. Je ferme ça. Je reviens encore ici. Et je ferme. Je ferme. Je ferme. Je ferme. Je ferme. Fermez. Bienvenue dans le semi proprement dit. Le semi proprement dit, on avait dit quoi? Que on plante à 15 cm d'écart entre les semences. Donc ici, regardez. Je fais comme ça.
je creuse avec mon doigt. Regardez très bien les détails. Ça là, un caillou comme ça là, je ne le plante pas comme ça, hein. Je ne tourne pas le bout pointu là. C'est pas ça qui rentre, c'est ça là. C'est ça là qui rentre dans la terre. Donc, je l'enfonce comme ça, d'accord? Regardez, celui-là, c'est lui qui rentre dans la terre. C'est ici, les racines commencent pas à sortir. Ainsi de suite. Donc, je fais comme ça. Voilà, je sème. Je sème. Celui qui n'a pas travaillé n'a pas droit au salaire. Abonnez-vous à la chaîne pour nous soutenir. Je sème. Je sème. Alors, quand je sème, qu'est-ce que je dois faire? Comme je sais que je n'ai pas les moyens pour irriguer, cordon ça là, j'enlève. Cordon enlevé. Je paille tout autour de ma planche, comme ça. Ça va? Maintenant, je vais prendre de l'eau. L'eau est là. L'eau, 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 l'eau. L'eau est là. J'arrose. J'arrose. Alors, le paillage, ça me permet de faire quoi? Le paillage me permet d'éviter d'arroser tout le temps. Et il me permet également de désherber parce que l'enherbement dans un champ d'ail est très très dangereux. Ça va faire chuter complètement le rendement. Maintenant, on va s'asseoir pour dire le reste, les gens. Alors, mes gens, quand on fait quelque chose, vous faites le résumé. J'ai parlé d'ail ici. J'ai dit l'ail, ça fait partie des épices, des légumes les plus consommés. Et c'est connu du point de vue culinaire et du point de vue médicinal. Et aujourd'hui, c'est vraiment devenu un business parce qu'il y a peu de personnes qui maîtrisent la position de l'ail. Il n'y en a pas assez. Donc, il y a des variétés du type Égypte 5 et du type Jamaïque qu'on utilise aujourd'hui en Afrique noire, en Afrique subsaharienne pour pouvoir faire la production. Et j'ai parlé du sol qui doit être meuble, riche, drainant et aéré. J'ai parlé de la densité de plantation qui est de 30 cm entre les buts ou les sillons et 15 cm entre les poquets. Et j'ai précisé les types d'engrais qu'il faut utiliser. J'ai également précisé qu'il faut pailler pour éviter de tout le temps désherber et de tout le temps arroser. Et j'ai aussi dit qu'il ne faut pas faire succéder ou il ne faut pas remplacer l'ail par les autres légumes de la même famille, tels que l'oignon par exemple, tels que les poireaux par exemple, tels que les échalotes par exemple. Et après ça, j'ai également précisé que l'ail, il faut investir 550 000 francs sur un hectare et faire 7 500 000 francs de chiffre d'affaires. Quand vous faites 7 500 000 moins 550 000, vous allez voir 6 950 000. Vous allez voir 6 950 000. 6 950 000, quand vous convertissez en euros, ça vous donne les 10 200 euros de marge sur un hectare. Voilà, chers amis, voilà les gens, la puissance de tout ce que moi, votre frère Tadagbe Valère Wansou, tenait à partager avec vous. Merci à vous, Tadagbe Valère Wansou, pour ces précisions et surtout pour ces détails. Qui n'aime pas l'ail ici? À la cuisine, mesdames, vous utilisez l'ail, n'est-ce pas? J'adore l'ail. Ah! Forcément. Parfois même, c'est bon à croquer. Ouh. Ben oui, même si c'est pas facile. Même si c'est pas facile. Mais n'oublions pas que c'est un antibiotique. Oui, La plupart des toux, c'est l'ail qui soigne, Oui, bien sûr. oui. Mais ça, Ça, quoi? on m'incite vite. On m'incite très vite avec l'ail. Ok, Moi, ok. je le fais chaque... En bon? Oui, 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 on m'incite très vite. Quand vous faites la combinaison de l'ail et du gingembre, mais laissez-moi vous dire, en 2 semaines, vous n'êtes plus vous. Wow. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, je l'ai tenté. Wow. Et ça purifie quand même déjà, mais on maigrit beaucoup. En tout cas, moi, je connais beaucoup plus de sa qualité, sa valeur quand il s'agit de la cuisine. Parce que quand tu Quand tu prépares, assaisonnes, quand ta tu viande assaisonnes et avec, l'odeur, Femme, on va pas franchement, chanter. ça vous... Quand on ne va pas sentir ce goût, maintenant vous voyez. La nourriture, là, c'est pas pour ta santé. Alors, merci beaucoup encore une fois, madame Nyanvi Fanou, Ariane Da Silva, plaisir, hein? Plaisir partagé aussi, Toujours. renouvelé Oui, avec Boris. Fin de cette émission. Merci pour votre aimable attention. Prochain rendez-vous, c'est déjà demain à 12h. Bye bye.